Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez derrière votre écran. Nous sommes ici avec aujourd'hui deux auteurs passionnants pour une rencontre placée sous le signe de l'écran total et de la chaleur enivrante de l'été. D'un côté, nous parlerons avec vous, Mathilde Allais, de Sexy Summer, où il faut faire attention aux ondes que Juliette, l'héroïne de l'histoire, ne supporte pas, poussant ses parents à quitter la ville et entamer une nouvelle vie rurale. De l'autre côté, avec vous, Maxime Bulto, il faut traverser la canicule pour Alex et ses parents, la touffeur de l'été, la condition pavillonnaire, les affres de l'adolescence, et les étincelles familiales qu'elle suscite. Autant de points communs entre tous les deux, entre vos deux romans doux amers que l'on doit à Mathilde Allais et à Maxime Bulto, nouvelle voix repérée par la collection La Grenade, dont c'est le premier texte aux éditions Lattès et vous aux éditions Flammarion. Alors bonjour Mathilde, bonjour Maxime. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors la chaleur de l'été, des enfants qui se heurtent à la difficulté de grandir, la rage, la monotonie, l'ennui et surtout la fin de l'innocence. Alex d'un côté, Juliette de l'autre. Qu'est-ce qui vous a poussé, Mathilde, à parler de cette transition, de cette sortie de l'innocence et de cette exploration adolescente ? L'adolescence, c'est une période que je trouve passionnante parce qu'elle est passionnée, parce que tout est vécu de manière extrêmement intense et sans pouvoir s'appuyer sur l'expérience. Si tant est que plus tard on parvienne à s'appuyer sur quoi que ce soit, mais voilà, c'est quand même un âge où on se confronte à beaucoup de premières fois et où beaucoup de choses se jouent. Et puis je trouve aussi que c'est un âge de la vie dont on se souvient très fort. On se souvient de chacune des années, on se souvient de ses 13 ans, de ses 14 ans, de ses 15 ans, alors qu'après, au bout d'un moment, je ne sais pas à partir de quand, tout d'un coup, tout se mélange, on compte en dizaines d'années. Et voilà, donc j'ai eu envie de me plonger dans cette période d'ébullition et de le faire sans écrire, sans faire un roman jeunesse. Oui. Je pense que les adolescents sont bien entendu les bienvenus à lire ce livre, mais il ne leur est pas particulièrement et exclusivement destiné. Et, vous vous souvenez du moment où est né Sexy Summer ? Où l'idée vous est venue ? C'est souvent plus complexe que ça parce qu'il y a peut-être une idée qui vient et puis une autre, etc. Je me souviens d'avoir vu dans un JT un sujet sur les zones blanches, qui sont ces zones dans lesquelles il n'y a aucune onde. Et le terme zone blanche m'a parlé, ça m'a fait penser à la page blanche, et voilà, c'était un peu le début d'un imaginaire. Voilà. Et donc un certain déclic. On va y revenir sur les ondes. Et vous, Maxime Bulto, aussi intéressé par cette sortie de l'innocence, par cette adolescence, avec Alex, votre héros. Pourquoi vous aussi avoir choisi de vous intéresser à cette période de la vie ? Je rejoins Mathilde sur plein de points. Moi, c'est vrai que c'est d'abord cette énergie que j'aime beaucoup chez les adolescents, cette envie de tout défoncer, d'aller contre. Et je pense que c'est aussi cette confrontation de l'adolescent, d'avoir à soi ses idées ou son envie du monde et de les écraser face au monde réel, ou en tout cas, cette lutte de l'adolescent m'intéressait sur comment, avec nos idées d'adolescent, avec cette naïveté, ce manque d'expérience, comme le disait Mathilde, on arrive à modifier le monde dans lequel on vit et à créer un monde qui soit le plus proche possible du monde qu'on veut, quoi. Et je pense que c'est cette envie-là de l'adolescent qui m'intéressait. Et ce cocktail d'émotions. Comment est-ce que vous avez... alors tous les deux en plus, vous avez cette chaleur de l'été. On n'est pas du tout... il fait chaud, il y a de la canicule. Le 15 août chez vous, Mathilde, qui fait vraiment même presque toute une petite partie du livre. Le corps transpire. Et cette période longue et à la fois courte de l'été où parfois on a complètement changé au retour des vacances. Et voilà. Pourquoi avoir décidé de planter le décor caniculaire ? Déjà, l'idée de l'été, je pense qu'il y a souvent ça dans les romans pas de jeunesse, mais avec des enfants. Je pense que c'est un truc très banal, ils sont en vacances en fait. Et le reste de l'année, ils sont à l'école, donc c'est un peu moins amusant à raconter. Donc l'été, c'est vraiment un moment où on a du temps pour soi, on a
on peut faire tout ce qu'on veut, donc il y a ça. Et puis la canicule, je pense pour moi, il y avait déjà ce ressenti personnel de chaque année, c'est l'année la plus chaude. Donc déjà, d'où un peu le titre, mais il y avait vraiment ce ressenti où chaque année, on se dit, bon, ben, on a explosé les records, l'année d'après, on a encore explosé les records. Et c'est vraiment ce truc de où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Ça. Et puis je pense que la chaleur, ça provoque plein de choses, oui, physiquement, ça modifie le comportement des gens, enfin les gens deviennent parfois fous de chaleur. Donc il y a vraiment tout ce truc qui est aussi intéressant de qu'est-ce que la chaleur nous provoque dans notre corps, dans notre famille, dans nos relations, qu'est-ce que ça met en ébullition, quoi. En ébullition, ce cocktail d'émotions. Et vous, Mathilde, est-ce que c'est aussi cette ébullition, cette exaltation aussi du corps, et qu'est-ce qui vous a fait planter aussi votre décor en été? Ouais, et on était caniculaire aussi parce qu'il fait bien chaud dans mon livre également. Moi, je me suis pas interrogée sur le pourquoi la canicule, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus, nous, confrontés à des canicules. Ça devient une espèce de normalité de nos étés. Ici, l'un comme l'autre, on l'a fait durer. Ça dure pas quelques jours, c'est vraiment un été caniculaire. Oui, tout à fait. Effectivement, ça met les personnages dans une situation corporelle particulière et inconfortable, et ça modifie aussi l'environnement. Ça m'a intéressé aussi de décrire la sécheresse, l'automne anticipatif, etc. Voilà. Donc ce que ça provoque sur les paysages. Et puis effectivement, les 2 mois d'été, pour qui va à l'école, c'est une période hyper particulière dans laquelle de nouveau beaucoup de choses se passent. Il n'est pas question de ça ni dans mon livre ni dans celui de Maxime, mais il y a des enfants qui prennent 10 centimètres en un été, voilà. Et c'est vraiment ce champ des possibles en fait qui forcément est stimulateur de l'imaginaire. Et la ruralité, c'est-à-dire que cette notion de ruralité en dehors du tumulte des villes, c'est quelque chose qui vous relie aussi tous les deux dans vos livres. Alors vous, il s'agit de Juliette, qui doit quitter la ville, qui doit quitter Bruxelles, parce qu'elle est hypersensible aux ondes, et donc il faut qu'elle aille en zone blanche. Donc ses parents, voilà, tout le monde s'en va à la campagne, et là elle se retrouve dans une espèce de vide, d'ennui, de silence. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser? Alors vous parliez de ce JT là au départ qui vous a donné un peu la puce à l'oreille. J'imagine que vous avez fait des recherches aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez appris en vous intéressant à tout ça? Alors en fait, moi ce qui m'a intéressée, comme je vous dis, j'ai entendu le terme zone blanche, et puis ça a plus provoqué une sorte de réflexion poétique. Donc c'est pas que c'est un prétexte, mais c'est un thème dans lequel je n'entre pas, notamment dans les débats autour de ce thème, parce que il fait débat. Est-ce que l'électro-hypersensibilité existe ou pas? Ça fait débat, et ça c'est pas du tout mon propos. Non. Mais le thème est intéressant parce que la conséquence que ça a par rapport à une jeune fille qui en souffre, c'est qu'elle doit se mettre à l'écart des ondes, et donc d'Internet, des GSM, etc. Or, pour une adolescente, mais même pour nous, on est tout le temps collés à nos GSM. Le fait du jour au lendemain de devoir se couper de tout ça, c'est vraiment pas rien. Et voilà, ça m'intéressait de voir ce qu'elle allait devenir. Et la ruralité, moi je l'ai envisagée du point de vue d'une citadine, puisque Juliette est bruxelloise, elle a vécu à Bruxelles toute sa courte vie, et puis tout d'un coup elle se retrouve, elle débarque là dans ce petit village. Et un exode rural qui est un peu subi, ou en tout cas qui n'est... Non. Alors à la fois elle est contente d'aller mieux physiquement, mais elle n'était pas du tout demandeuse de quitter ses amis, sa ville, et pour le coup débarquer dans un village paumé en juillet, il n'y a absolument personne, du moins en apparence au début. C'est juste l'horreur pour elle. Alors après, ça c'est le début. Et puis après, elle va rencontrer Tom. L'univers va un peu s'ouvrir à elle. Et vous, Maxime Bulto, aussi, on est sur une ruralité différente, mais tout de même, on est aussi sur un personnage qui est très proche de sa famille, qui entre aussi
alors comment dire ça avec le père, enfin qui en tout cas se pose des questions par rapport à l'attitude de ses parents, au choix du papa d'Alex d'arrêter de travailler. Ouais. Et il y a aussi toute une violence qui se ressent par rapport à tout ça. Et puis il y a les Caraïbes. Ouais. Il y a les Caraïbes et il y a les baignades et il y a les amis aussi qui sont très importants. Comment est-ce que vous avez construit le personnage d'Alex ? Moi, je suis pas du tout parti du personnage d'Alex. Je suis vraiment parti de la carrière. C'était vraiment le premier truc. Donc, dans le roman, vraiment, c'était parti de. Moi, ça part d'un fait divers. Au nord de Paris, une ancienne carrière de craie, inondée, l'eau est turquoise, transparente sur les rives. Enfin, c'est les Caraïbes, quoi. Voilà, c'est les Caraïbes de la carrière. Il y avait eu plusieurs articles parce que c'était un endroit où les gens allaient briser les grillages. C'est vraiment les Caraïbes du livre, quoi. J'ai vraiment plaqué ce truc-là. Donc là, après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça charrie comme thème ? Qu'est-ce qu'il y a toute cette envie d'évasion ? Et qui pourrait aller dans ces Caraïbes-là. Et donc Alex a découlé de ça. Moi, je voulais un livre à la première personne et qu'on suive quelqu'un du début à la fin, qu'on lui colle un peu comme... Moi, mes références, elles sont surtout cinématographiques. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est un peu genre... j'en parlais à un autre journaliste, je disais, c'est un peu... Dans le cinéma, l'exemple le plus fort, c'est Rosetta des frères Dardenne. C'est pas du tout ma référence pour le livre, mais c'était cette idée de on colle au personnage et on le suit. Alors Alex, donc il y avait ces Caraïbes, il y avait l'été, il y avait la canicule. Je me suis dit bon, ok, qu'est-ce qui peut s'opposer aux Caraïbes ? Et donc j'ai construit une famille autour de ça. Cette famille qui est compliquée, avec un père qui quitte son travail, mais qui assume pas, enfin, qui dit qu'il quitte son travail pour faire autre chose, mais on sent un peu qu'il a perdu son travail. Enfin voilà, j'avais envie de créer un environnement un peu difficile autour de Alex. Et Alex, il s'est créé un peu en opposition avec tous ces milieux-là, quoi. C'est vraiment, j'ai un peu essayé de tirer sur les cordes d'un côté ou de l'autre et comment lui, il réagirait par rapport à ça. Mais vraiment, l'envie, c'était de le suivre et d'être avec lui du début à la fin, quoi. Et donc, c'est votre premier livre, vous l'avez dit, vous êtes issu du cinéma, de l'INSAS, je crois, vous êtes diplômé. Et là, vous faites un livre. Alors, un livre, c'est différent d'un scénario, même s'il y a beaucoup de liens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez vécu cette écriture et ce nouvel exercice, entre guillemets ? Ça s'est un peu passé malgré moi au début, parce qu'en fait, donc, cette idée de carrière, j'avais lu des articles vers la fin de l'INSAS. Donc pour moi, c'était d'abord une envie de film, en tout cas une envie d'exploiter ce lieu que je trouvais super intéressant. Et puis donc ça, c'était vers 2013-2014, mais je ne savais pas par quel bout le prendre. Donc vers 2018, je me suis dit, bon, il y a toujours cette idée, j'ai toujours envie de faire quelque chose avec cette carrière qui m'obsède. J'arrive pas à le prendre par un bout en scénario, quoi. Je vois pas le point d'attaque, donc je vais l'écrire de manière plus littéraire. Et on va voir ce que ça va faire, sans me dire que j'écris un roman. Et puis après, ça devient vraiment un truc qui vraiment une histoire qui se développe. Vraiment, ça commence à devenir un roman et c'est quelque chose qui me plaît. Et donc oui, c'était hyper réjouissant de me dire, voilà, j'explore une autre manière d'écrire, qui n'est pas du tout un scénario, mais qui n'est pas très loin non plus. Oui. Et ça, c'était vraiment une découverte énorme. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses aussi en travaillant avec Maïr Guven, enfin, tous les gens de La Grenade, Jeanne Morozov, aussi, mon éditrice. Enfin, voilà, avec tous ces gens-là qui m'ont appris à devenir écrivain, qui m'ont accompagné dans cette nouvelle écriture, c'était super intéressant. Vous vous sentez écrivain aujourd'hui ? Alors je me sens écrivain, ça c'est un grand mot, moi je trouve qu'écrivain c'est pour les autres, mais presque. Voilà, j'ai écrit un roman, alors est-ce que je suis écrivain pour les autres ? Sûrement, mais voilà, c'est un mot qui m'effraie un peu quelque part, qui est un peu trop gros pour roman en ce moment peut-être. Mais quelque part oui, je le suis, oui. Et donc vous êtes partie, Mathilde, de cette idée de zone blanche. Comment est-ce que vous écrivez ? Quel est votre processus d'écriture ? Est-ce que vous avez des rituels ? Comment vous travaillez ? Alors, j'avais des rituels très institués et respectés à la lettre, où j'écrivais le matin, tôt le matin. Généralement 1 heure par jour, enfin je consacrais 1 heure par jour, je dégageais 1 heure par jour le matin pour écrire et puis en me disant on verra bien ce qu'il en est et d'ailleurs... Donc c'était très intuitif. Ouais, en fait c'est drôle parce que c'était toujours un peu flippant, je me disais j'ai l'impression que j'ai rien à écrire là 10 minutes avant que commence le moment et puis en fait j'ai constaté que le fait de dégager ce temps-là faisait naître l'écriture, voilà.
Donc j'ai fonctionné comme ça pour écrire Sexy Summer, et je parle à l'imparfait parce que depuis j'ai eu un petit bébé et tout a changé. Et je dégage des minutes. Voilà, je pense qu'inévitablement ça modifie l'écriture parce que ça modifie le rythme de vie. Bien sûr. Voilà, il faudra voir à quoi ressemblera le prochain livre, mais je pense qu'il en sera marqué. Qu'est-ce qui a été le plus galvanisant pour vous dans l'écriture de Sexy Summer ? Alors, moi, par contre, je suis partie des personnages. Je trouve ça intéressant, la question du point de départ et le fait que toi, tu sois partie de cette carrière. Cette carrière. Moi, je suis vraiment partie des personnages et en fait, c'est vraiment eux qui m'animent. Et une fois qu'ils sont suffisamment construits, j'ai l'impression qu'ils ont comme une vie propre et que moi, je dois écrire leur histoire, mais que je découvre leur histoire plus que je ne l'invente. Voilà, il y a un moment où les personnages ont comme une autonomie. Une certaine consistance qui... Oui, c'est ça. Enfin, une fois qu'ils ont suffisamment de consistance, en fait, leur histoire découle d'eux-mêmes comme ça. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est mes personnages. Très bien. Et donc, c'est ce qui est peut-être le plus galvanisant pour vous dans l'écriture. Ouais, parce que je me demande moi-même ce qui va leur arriver, en fait. Et alors, évidemment, je m'étais posé la question aussi de savoir si j'écris en jeu ou pas, parce que c'est pas écrit à la première personne. Mais j'avais aussi envie d'être très, très proche de Juliette, ma personnage principale. Et en fait, voilà, j'ai choisi d'adopter un point de vue qui se met à sa hauteur, en fait. Elle ne parle pas en jeu, mais en tant qu'autrice, je regarde le monde à travers ses yeux à elle, donc quand même dans sa subjectivité. Très bien. Et vous, qu'est-ce qui a été le plus... quelle aventure aussi d'un premier livre. Qu'est-ce qui a été le plus excitant pour vous ? Je pense que c'est le moment où les pièces commencent à s'assembler, où j'avais Slag, j'avais Alex, j'avais la famille, on a une idée d'où on va, mais il y a ce moment où tous les blocs commencent à se mettre dans le bon ordre et le roman prend forme. On se dit ah oui, ça là le roman naît quoi. Et je pense que ça c'est le moment qui est assez excitant parce que ça demande pas mal de travail pour arriver à là. Et quand on arrive à ce moment-là, il y a encore pas mal de travail pour vraiment arriver au livre. Mais je pense que c'est tout ce travail pour arriver à ce moment où on se dit bon là je tiens le livre et maintenant il faut travailler pour que vraiment ça devienne le roman définitif. Mais je pense que c'est ce qui est excitant c'est de voir que ça se forme petit à petit, que si on déplace des choses, il y a des choses qui s'améliorent. Et c'est ce travail pour que le livre se forme qui est super intéressant. Et alors, je me faisais évidemment la réflexion quand j'ai préparé cette rencontre aussi de cette tendance, de cette mouvance réellement sociétale qui est de parler de l'été, de parler de... Je pensais aussi au film Call Me By Your Name, par exemple, où on a eu beaucoup ces tendances à parler de ce sentiment, de cette sortie comme ça de l'innocence, en même temps de cette violence et du rapport à l'ennui aussi. Et du temps long et de cette espèce de temporalité qui est en même temps très loin de nous. J'imagine que ça a fait aussi appel à l'adolescent que vous étiez. Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous, Mathilde, de repenser à ça, de vous remettre peut-être dans ce mood ? Je sais que vous avez lu beaucoup aussi pour vous remettre dans ces littératures un peu adolescentaires, etc. Qu'est-ce que ça vous a créé chez vous ? Qu'est-ce que ça a suscité ? Oui, alors effectivement, en termes de lecture, moi j'ai été accompagnée plutôt par la littérature américaine qui je trouve, compte pas mal de livres qui parlent de l'adolescence sans être des romans pour adolescents. Voilà, je pense par exemple à Harper Lee, à Salinger, à Carson McCullers. Donc c'est des livres que j'adore et des environnements que j'aime beaucoup. Par rapport à ma propre adolescence, donc c'est pas du tout mon histoire. Et c'est pas autobiographique. Maintenant, évidemment que on écrit avec ce qu'on est, et donc j'étais bien sûr renvoyée à ma propre expérience de l'adolescence.
Ce qui relève peut-être de l'expérience et qui est d'ailleurs un des thèmes pour moi importants du roman, c'est le déracinement. En fait, cette question d'électro-hypersensibilité, c'est la raison d'un déracinement. Il peut y avoir d'autres raisons d'un déracinement, mais Juliette est une adolescente déracinée. Et voilà, ça fait appel à des éléments de vécu de mon côté qui... Ouais. Et vous, Maxime, comment vous expliquez cette tendance, alors bon, si on peut l'expliquer, hein, c'est une question assez large, mais de cette thématique qui revient, qui finalement est assez vitale pour nous, hein, quand on voit dans plusieurs médiums, que ce soit au cinéma, que ce soit en littérature ou même dans les séries. J'écoutais un podcast aujourd'hui, là, juste avant de venir, et il disait, genre, chaque adulte a d'abord été un enfant. Et je trouvais ça, c'était vraiment un podcast au hasard, pas du tout en lien avec la rencontre, mais je me suis dit que c'était quand même à la fois très bête et très pertinent aussi. Et je pense que, oui, forcément, on parle de l'enfance, l'adolescence, tout le monde y est passé, c'est un passage obligé, donc forcément que ça nous travaille d'une manière ou l'autre, que forcément que voilà, que c'est quelque chose auquel on n'échappe pas, quoi. Donc je pense qu'il y a de ça. Après... pourquoi il y a un temps, pourquoi je pense que c'est aussi une période très formatrice. Voilà, c'est à l'adolescence qu'on dessine l'adulte qu'on va devenir, qu'on se place par rapport aux choses qui nous entourent, à notre famille, qu'on est contre la famille ou pour. Enfin, on se pose des questions par rapport à tout le monde qui nous entoure. Et je pense que voilà, on peut vivre plein d'adolescences différentes, quand elles sont multiples, elles sont hyper nombreuses et différentes, quoi. Donc je pense que il y a aussi un champ énorme qui est possible, quoi. Où est-ce que vous puisez l'inspiration ? Pour l'année la plus chaude, il y avait quelque chose quand même c'est pas du tout autobiographique, pardon, mais moi j'ai vécu mon enfance jusqu'à mes 18 ans à la campagne. Je suis parti 10 ans en ville et je suis revenu vivre il y a 4 ans à la campagne. Donc il y avait quelque chose de peu après que j'ai le début d'écriture, il y avait quelque chose de bon. Je reviens à la campagne, je pense que j'avais quelque chose aussi à régler de ça. Comme un retour aux sources, oui, je comprends. Et je pense qu'il y avait quelque chose de moi, d'aller chercher cette aspiration. Donc bon, qu'est-ce que c'est vivre à la campagne ? Qu'est-ce que c'est s'emmerder parce qu'il n'y a rien à faire ? Qu'est-ce que c'est, parce que moi je l'ai vécu, aller être avec mon vélo, avoir rien à faire, avoir plus de bus après 20h, enfin, je veux dire, c'est des trucs que moi j'ai vécu. Et donc il y avait de ça. Après, le roman, c'est pas du tout mon histoire forcément, mais j'ai injecté une expérience personnelle de cette ruralité. Oui, alors après, où est-ce qu'on la puise ? Dans plein de choses, dans l'observation, juste regarder les gens autour de nous, voir ce qui se passe dans les gens qu'on côtoie, comment ils réagissent avec les autres, dans l'actualité aussi, beaucoup dans les films, dans les photos aussi. Je suis très visuel, donc moi c'est vraiment ça, l'image m'inspire beaucoup. Mais après, l'inspiration, elle est multiple, mais je pense que chaque fois, il y a toute manière, au début, il y a quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qu'on voit, qui résiste en nous, qui vit en nous, et dont on n'arrive pas trop à se détacher. Je pense que c'est, en tout cas moi, c'est de ça que part l'intention pour ce livre, mais pour plein d'autres choses aussi, cette photo, cette image, cette chose que j'ai entendue, ça me travaille, et si elle dure, elle me tient, c'est qu'il y a quelque chose à explorer. Et quand est-ce qu'on sent que c'est fini, que c'est bon, qu'on peut mettre le point final ? Ça, c'est un truc assez difficile, mais j'avais un prof de l'INSAS qui disait, ça vient pas de lui je crois, mais il y a Stein Koenig qui disait « Kill your darling ». Donc voilà, à un moment donné, il faut juste savoir déjà dans l'écriture saboter des trucs qu'on a écrits, même si on l'aime beaucoup, on trouve que c'est génial, il faut juste le virer parce que ça marche pas. Déjà, ça c'est un premier travail. Puis à un moment donné, je pense que il faut savoir aussi lâcher prise et se dire bon ben voilà, là je l'ai fait, c'est imparfait, mais c'est peut-être le mieux que je puisse faire. Et voilà, et il va vivre sa vie, quoi. Parce que je pense, si on peut retravailler un texte à l'infini, on peut travailler des années, mais est-ce que vraiment ça va ajouter de la valeur, ou est-ce qu'on va pas juste détruire une partie de l'énergie qu'on a mis dedans? Donc voilà, ça, je pense que ça se sent. Il y a un moment donné où l'année la plus chaude, je pouvais plus le voir. Donc moi j'étais là, c'est terminé, ce roman, il est parti, je veux plus le voir, et je sentais que j'étais arrivé au bout de quelque chose. Donc ça c'est un truc. Voilà, et puis à un moment donné, il faut aussi, c'est un bébé, il faut laisser un bébé, à un moment donné, ça sort du ventre de sa mère. Voilà. Et ça ne nous appartient plus. Ouais, et c'est ça qui est super intéressant, c'est de l'envoyer pour que les gens le reçoivent et voir ce qu'il devient. Et vous, Mathilde, quand est-ce que vous lâchez vos personnages ?
Peut-être que le ras-le-bol, c'est un bon indice, ouais. En tout cas, oui, moi, je pense que je retravaille énormément, peut-être aussi au point d'arriver au moment où j'en peux plus. Et comme il y a une période de plaisir passé auprès des personnages, voilà, au moment où il n'y a plus de plaisir, c'est peut-être qu'on est arrivé au bout de quelque chose. J'ai l'impression aussi que vraiment le point final, il vient de l'extérieur. Que voilà, à un moment, c'est bien aussi. Enfin, les maisons d'édition font un travail hyper important et donc à un moment, on entre en dialogue aussi avec un éditeur, une éditrice. Avec qui on se mettra d'accord sur le moment où c'est fini. Et voilà, moi, c'est important aussi d'avoir un regard extérieur sur son texte parce que on passe quand même des mois et des années même seul face à son truc. Combien de temps pour écrire ce livre ? Je crois 4 ans. Je suis extrêmement lente, donc voilà, c'était très long. Très bien. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous dites voilà, ça y est, ça ne m'appartient plus, il va avoir sa vie. Qu'est-ce que vous espérez dans la réception de vos lecteurs ? Je crois que c'est important de lâcher prise parce qu'on n'a aucune prise. Voilà. À un moment, effectivement, ce livre, dès qu'il sort, ne nous appartient plus. Et là, il entre dans la jungle d'une rentrée littéraire, par exemple, aux côtés de 500 autres titres, ou voilà, en fonction du moment où il sort. Et évidemment, moi, j'espère qu'il rencontrera ses lecteurs. Moi, ce que j'espère, c'est être lu. Voilà. Mais je lui souhaite une belle vie. Alors c'est pas rien parce que vous avez sorti vos livres quand même avec cette pandémie, ce confinement, et en même temps vous aussi vous avez vécu certaine période de repli, de confiné, d'ennui, j'imagine aussi. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de confinement ? Comment est-ce que vous avez pu écrire ? Bon là il y a eu l'enfant qui est arrivé, donc j'imagine que c'était assez tumultueux, mais comment vous avez vécu cette période de pandémie ? Ouais, moi j'ai continué à écrire malgré tout, c'est-à-dire malgré le fait que j'avais un bébé, et malgré le fait qu'il y avait un confinement et voilà. Mais de manière très éparse, très, je sais pas, complètement pas maîtrisée pour le coup. Mais je suis toujours habitée de cette nécessité d'écrire. En fait, je me sens mal si j'écris pas. C'est presque une forme de culpabilité. C'est viscéral. Ouais, voilà. Donc j'ai continué ça. Maintenant, j'ai pas travaillé à un projet construit de fiction. Et dans les moments où je m'y suis un tout petit peu essayée, je me suis vraiment confrontée à ce truc de mais en fait, qu'est-ce qu'on raconte ? Parce que moi j'écris sur le monde contemporain, et donc si on écrit sur le monde contemporain, on vit dans un monde où on sort pas, on porte des masques, etc. Mais dès qu'on raconte, enfin dès qu'on parle de ça, ça veut dire qu'on raconte nécessairement la phase de crise sanitaire. Or, est-ce que c'est vraiment le thème que je veux avoir pour mon prochain livre ? Enfin, voilà, je me suis confrontée à ça. J'ai pas de réponse. Je pense que tous les créateurs doivent être en train de se poser la question. Je pense aux gens qui sont en train de tourner des films. Bien sûr. Je pense que les films se tournent sans masque, mais pourtant là, on vit tous avec des masques. Donc voilà, qu'est-ce qu'on raconte dans la fiction qu'on produit aujourd'hui ? C'est pas facile, je trouve. Donc cette année sera aussi l'année du lâcher-prise pour vous, visiblement. Oui, il faut, parce que sinon... Et vous, Maxime, comment est-ce que vous avez vécu cette période ? Plutôt bien, parce qu'en fait, j'ai signé mon contrat avec la thèse en février, donc juste avant le premier confinement, et on était parti sur une réécriture, développer le roman, donc j'ai vraiment écrit pendant tout le confinement, enfin toute l'année 2020, j'ai vraiment écrit. Donc ça... Moi, j'étais chez moi en train d'écrire. C'était propice. C'était pas le monde s'arrêtait. Bon, moi, j'avais mon truc à écrire. Vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire ? En tout cas, pour l'écriture, oui. Oui, moi, je sais pas écrire dans des bars parce que je regarde les gens, j'écoute les conversations, donc ça marche pas du tout. Moi, j'ai vraiment besoin de cette bulle de calme. Donc, j'étais chez moi à écrire mon roman. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Après, bien sûr que tout le climat derrière, au début, c'est toujours un peu anxiogène, mais c'était particulièrement au début. Donc, c'était un peu compliqué parfois
d'être dans ce roman-là et puis de ressortir, de voir ce qui se passe et dire bon, ok, c'est un peu étrange. Est-ce que j'arrive à continuer? Je sais que ça, pour d'autres auteurs, ça n'a pas du tout marché. Ils ne savaient pas à écrire. Moi, j'avais ma ligne de conduite, ce roman à écrire, donc c'était pas. Et vous aviez des rituels d'écriture ou alors c'était assez instantané, instinctif? Moi, c'est le matin de base, parce que l'après-midi, je suis incapable de rien. Je suis plus du tout concentré. Enfin, je peux faire plus tard dans l'écriture, alors c'est des corrections, vraiment des trucs plus techniques. Ça, je peux faire l'après-midi, mais vraiment une phase d'inspiration, créer des choses. Voilà, l'après-midi, c'est pas possible. Donc moi, c'est le matin de base, et seul dans mon bureau. Dans votre bulle? Ouais, c'est ça. Mais pas avec pas de gens autour, sinon c'est pas possible. Voilà. Et vous, Mathilde, on a parlé des influences et des inspirations de Maxime, mais vous, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous notez? Qu'est-ce qui vous émerveille? Oui, pour moi aussi, les sources d'inspiration sont très très diverses et parfois étonnantes. Mais ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Ça peut être des gens que je connais, des gens que je connais pas, des livres, des films, en fait tout ce qui vient, quoi, tout ce qui nous constitue, qui vient à nous. Et là où je trouve ça parfois étonnant, c'est que quelquefois c'est même inconscient, c'est-à-dire que pour construire un personnage, je vais être inspirée par un détail, voilà, par exemple physique chez un ami, et ce sera même pas conscient, c'est lui en le lisant qui dira mais c'est moi. Voilà, donc tout ça se mélange et après je pense que c'est important de se nourrir, il faut être curieux pour écrire parce que si on reste juste avec soi-même comme ça, je pense on se tarit, mais nourrir l'imaginaire, ça peut se faire à travers absolument tout et n'importe quoi. Voilà. Oui. Et vous aussi, vous nourrissez votre imaginaire de manière intense et... Oui, je lis énormément de choses sur Internet. Enfin, les réseaux sociaux, pour le coup, genre Instagram, moi qui suis très visuel, je pense que c'est vraiment, il y a plein de choses très intéressantes. Plein de photographes, il y a vraiment si on guide sa recherche de manière un peu, voilà, avec un but, je pense que vraiment on ouvre des portes à plein de choses. Mais je lis beaucoup, oui, forcément, je suis tout à fait d'accord, être curieux. Enfin, et c'est ça aussi par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce temps de Covid où plus tout le monde reste chez soi. Ce qui nous nourrit aussi, c'est l'extérieur, la vie avec les autres. Comment sans ça, de quoi on se nourrit, quoi. Alors c'est bien de faire des zooms et des réunions virtuelles, mais à un moment donné, on a besoin de l'autre, on a besoin de cette vie. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Je dis pas des choses très, voilà. Mais on a ce besoin de l'autre, ce besoin de vie, ce besoin de rencontre, et c'est ça qui nous nourrit, je pense, tous. Moi, en tant qu'auteur particulièrement, mais voilà. Oui, aussi, il faut le dire aussi, hein, quand on écrit, c'est un travail, c'est pas forcément toujours très simple. C'est aussi parfois sortir de sa zone de confort, prendre des risques. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'année la plus chaude? C'était la réécriture, parce qu'en fait, donc j'ai envoyé un manuscrit chez la thèse en me disant bon, ça c'est une bonne première version, mais pas du tout en me disant que c'était un truc fini, quoi. Et donc on s'est rencontrés, il disait bah c'est super, mais on a envie que ce soit un roman meilleur. Et moi, c'était un truc pour lequel j'étais super d'accord aussi de développer ce roman-là. Mais du coup, donc j'ai dû réécrire un synopsis long. Donc c'est un résumé détaillé de tout le livre en 7 pages. J'aurais renvoyé ça et ils m'ont dit bon, ça on est d'accord, on va signer un contrat là-dessus, c'est super. Donc après, il y avait cette étape de réécriture. Donc il y avait dans le livre final, il y avait 50% du manuscrit, 50% de trucs ajoutés, développés. Et donc je devais dans la réécriture partir de un paragraphe et me dire bon bah ça c'est un chapitre, ou en tout cas une étape du livre. Et ça a été un moment assez compliqué dans l'écriture, parce que c'est vraiment bon, ok, t'as 4 phrases qui disent qu'Alex va faire telle chose, bah tu dois vraiment en faire un livre vraiment. Et donc je pense qu'il y a ce moment où le livre était développé, toutes les étapes étaient là, mais en même temps, c'était pas un roman, voilà. quoi. C'est quelque chose de très un peu scénaristique comme ça, où un scénario c'est pas marrant à lire, c'est je me lève, je prends une tasse, je bois un café, je me rassieds, c'est très descriptif et c'est pas littéraire du tout. Et donc il y avait avec ce canevas qui était là, qu'on avait construit, comment en faire un roman et comment faire arriver la littérature là-dedans, quoi. Et ça c'était une des difficultés
pour moi, parce que vraiment c'était la première fois que je faisais ça, vraiment Bien j'étais sûr. là, ok, bon bah ça doit être un roman, ça doit être littéraire, il y a un truc que les gens vont lire, c'est vraiment... Et donc j'ai eu... Il faut assurer, quoi. Et il faut assurer, parce qu'à un moment, tu as signé un contrat et que ce livre va être publié. Et donc, il y a vraiment eu un moment de stress de, bon, ok, ça, c'est pas de la littérature. En tout cas, à ce stade-là, ça n'est pas encore un roman comme ça devrait être. Et, euh, et pour finir là-dessus, il y a une phrase notamment qui m'a beaucoup aidé sur la réécriture. C'était une phrase de donc, Phoebe Waller-Bridge, qui est la scénariste et réalisatrice de Fleabag, la série. Et elle disait « Write like you're not afraid », donc écris comme si tu n'avais pas peur. Et c'est une phrase qui m'a guidé, qui m'a aidé de se dire « Bon, bah, tu sais quoi ?» Parce que cette première version, j'avais écrite en mode « Je l'envoie à des gens, si personne ne me répond, je m'en fous. » Bon, 15 jours après, la thèse m'appelle, je signe un contrat. Bon, bah, après, tu dois un peu assurer derrière. Mais donc, c'était retrouver cette énergie. C'était retrouver cette énergie. Comment derrière, ben, ok, tu avais cette première énergie, ce premier jet. Comment tu retrouves ça parce que c'est ça l'énergie du roman, c'était ça, cette énergie de la jeunesse, cette énergie de moi je fais ça et je m'en fous. Et cette énergie-là, je schématise très fort parce que je m'en fous pas du tout au final, mais cette énergie de comment je retrouve ça, quoi, comment je retrouve ça derrière. Et donc c'est comme ça que je suis sorti de ce moment, mais ce moment-là était assez terrifiant de dire ça, c'est pas vraiment encore un roman, quoi. Et est-ce qu'on peut imaginer une adaptation cinématographique de l'année la plus chaude? Oui, sûrement, un jour. Là, c'est pas du tout le mot. Parce que écrire un scénario, c'est genre désossier l'année la plus chaude. Oui, c'est ça, c'est refait. Écrire en scénario, donc c'est pas du tout le moment. Là, c'est je présente mon livre et je profite. Je profite de la sortie, mais clairement, peut-être qu'un jour ce sera un film, ouais. Très bien. Et vous, Mathilde, qu'est-ce qui a été le plus compliqué, peut-être le plus douloureux? Si, il y a eu douleur, je ne sais pas, mais... Peut-être que oui, il y a toujours de la douleur hein, dans l'écriture, mais peut-être qu'elle est plus diffuse. Et ça a peut-être été trouver le ton et trouver le point de vue, le juste point de vue. Voilà, je crois que j'avais une espèce d'intuition sur ce que je voulais, et j'ai testé plein de trucs. J'ai vraiment j'ai une première version mais finie quoi de Sexy Summer qui est un autre livre en fait. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et je l'ai pas envoyé, je l'ai réécrit quoi de A à Z, voilà. Donc c'est aussi une forme de réécriture, mais que je me suis imposée à moi-même parce que toute seule. Ouais, je sentais que ça n'allait pas. C'était pas le bon. Mais en même temps, c'était pas tout à fait loin d'être ça quoi. Donc voilà. Qui sont vos premiers lecteurs, lectrices? Alors ça dépend un petit peu. Je le confie à des personnes de confiance, d'entourage, voilà. Mais en tout cas, c'est un moment important, le moment où je le confie à une personne pour me faire un retour. C'est une mission comme ça. Et je suis toute tremblante de peur du retour qui m'en sera fait. Et quels sont vos futurs projets après Sexy Summer? Alors, j'ai très envie de me relancer dans la fiction parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ça et à créer un univers en fait. Voilà, c'est un univers dans lequel on rentre, je sais pas, presque physiquement. Moi, j'avais créé mon village sur base d'un village que j'ai connu, mais j'ai déformé tout ça, et donc j'avais affiché une carte de ce village dans mon bureau, et elle a été affichée dans ma chambre pendant plusieurs années. Et j'avais changé les noms des rues, etc. Enfin, c'est un peu dingue. Ça peut rendre un peu fou, je sais pas. Enfin, parce que voilà, on sait plus ce qui est la réalité, ce qui est de la fiction. Bon, mais je trouve ça hyper intéressant. Donc, j'ai envie de replonger là-dedans. Mais comme je viens de le dire, les circonstances de ces derniers mois ont fait que j'écris plus de la même manière, j'écris pas la même chose. Ça part, voilà. Donc je pense que mon prochain projet d'écriture sera très différent. Voilà, et sera peut-être une étape, enfin une nécessité d'autre chose, une transition. De revenir. Oui, mais dire transition, c'est un petit peu dénigrant. Or, je crois pas que ce soit transitoire, mais voilà, je crois que je ne disais pas d'un point de vue au contraire. Ouais. Au contraire, vous aussi, vous faites votre mutation, ou je ne sais pas. Ouais, voilà, peut-être. Enfin, il y a la nécessité d'autre chose, tout en étant toujours accompagné de l'envie de poursuivre la fiction. Très bien.
Et vous, vos futurs projets? Alors, profitez déjà de Ouais, ce livre. carrément, ça c'est un projet, ouais. Et après, donc j'ai un projet de court-métrage pour lequel on est en recherche de financement. Là. Donc on espère l'avoir et pouvoir c'est un scénario que j'ai écrit, que j'aimerais bien réaliser. Donc voilà. Donc voilà, c'est le cinéma, c'est long, ça demande beaucoup d'argent, donc voilà, on verra. Sinon, j'ai plein d'autres projets d'écriture, peut-être un deuxième roman, mais l'idée est là, mais je dois laisser un peu de temps Maturer, pour ouais. maturer. Et puis d'autres idées de scénario qui sont sur le côté que je dois encore développer aussi, mais il y a plein de choses en stock que je me réjouis de développer. Bon, c'est deux bons teasers. C'est bientôt la fin, mais j'ai quelques petites questions pour vous avant de vous quitter. On va commencer avec vous, Mathilde. Donc, les règles du jeu sont simples, ne pas trop réfléchir et répondre du tac au tac. Vous êtes prête? Allez. Le dernier livre que vous avez lu et qui vous a touché? Il faut pas trop réfléchir. Vous pouvez un peu réfléchir. Là, je suis en train, je vais plutôt vous dire ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire le livre de Déborah Lévy, Le coût de la vie, qui a eu je ne sais plus quel prix littéraire à la rentrée. Mais je suis en plein dedans. Alors j'ai été hyper touchée par le début, et puis là j'en ai un peu marre de son histoire de vélo électrique, donc Une petite chose. je sais pas. Très bien, Déborah Lévy. Et vous? Moi, c'est un roman graphique, c'est Anaïs Nin, j'oublie l'auteur, qui a été invité dans le cadre de cette foire d'Aix, Ouais. et que j'ai vraiment trouvé bluffant, tant au niveau du trait qu'au niveau des thèmes, de l'histoire, comment elle nous l'a fait vivre, et je trouve ça... ouais, j'ai trouvé ça vraiment... C'était vraiment une claque, parce que je lis pas mal de romans graphiques, et celui-là, c'était vraiment un de ceux que j'ai préférés des dernières années même. Donc Anaïs Nin de ce Ouais. côté-là. Très bien. L'écrivain ou l'écrivaine qui vous a donné envie d'écrire? Je dirais Virginie Despentes, parce que je l'ai lu très tard, il y a 2-3 ans. J'entendais parler d'elle tout le temps, et vraiment j'étais bon, c'est qui elle? Et en fait, c'est un personnage super important de la littérature. En fait, je trouve, Et donc elle a vous vraiment êtes pris une claque. elle a vraiment je trouve ce style hyper fluide, hyper accessible, assez cru, et il y a une force dingue dans ses romans que moi, je me suis dit, ah ouais, ça peut être ça aussi la littérature en fait. Et c'est pas c'est ça aussi. Et c'est un point que j'avais pas du tout moi exploré la littérature. Et je me suis dit, bah en fait, c'est trop bien. Alors Despentes. Et vous, Mathilde? Je sais pas s'il y a un auteur ou une autrice qui m'a qui aurait créé un déclic pour l'écriture, mais par contre il y a Un livre en fait je suis plus accompagnée dans l'écriture, et je pense là, je pensais du coup sans réfléchir à Jean-Philippe Toussaint, qui a écrit un tout petit livre qui s'appelle L'urgence et la patience, et qui est vraiment super parce que il raconte en fait comment il écrit, et comme son titre l'indique, c'est vraiment un savant mélange entre l'urgence d'écrire et puis la patience d'attendre que ça prenne forme, que ça bouillonne, etc. Ça fait partie des livres qui accompagnent mon processus d'écriture. Ouais. Très bien, ça donnera peut-être des envies de lecture à ceux qui nous regardent. Un lieu pour s'évader. Surtout dans ce contexte-ci, j'ai l'impression que j'ai même plus l'habitude mentale de franchir une frontière comme ça. Je vais dire la mer du Nord, tellement tellement du coup je me suis habituée à limiter mon horizon. Mais j'adore la mer du Nord. Il y a un horizon hyper dégagé qui fait du bien. La mer du Nord, et vous? En forêt, je pense qu'il y a une énergie de dingue dans les forêts, et je pense que c'est bien aussi j'en ai chacun chez soi, enfermé, d'aller grand air, et ouais. Le livre qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie? Bonne question. Ça. La vie est ailleurs de Kundera. Je crois que je l'ai aussi découvert. Moi, j'ai tout découvert très tard dans la littérature. C'est mes références, elles sont surtout cinématographiques. Donc, j'ai toujours beaucoup lu, mais pas des trucs qui m'ont toujours intéressé. Et je l'ai lu il n'y a pas longtemps, et je me suis autre claque. Et en fait, c'est d'une intelligence dingue. Ça parle d'adolescence aussi, et de poésie. Et ouais, c'est
incroyable intelligence. Je pense que tout le monde devrait le lire. Kundera. Et vous? Alors moi, je vais vers une réponse hyper classique, je dirais Proust. C'est une telle entreprise de lecture que voilà, moi j'en suis à peu près à la moitié de la recherche du temps perdu, et puis j'ai fait une pause de plusieurs années et puis je reprendrai. C'est un peu le chef-d'œuvre absolu comme ça, et c'est très intimidant, je trouve, de s'attaquer à cette lecture, mais ça en vaut complètement la peine, et voilà, je trouve que c'est chouette de se lancer sur des grands classiques comme ça, parce que généralement s'ils le sont, c'est pas pour rien, quoi. Mais avec un peu de patience, avec des pauses et une temporalité. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est une vraie temporalité. Il faut avoir du temps, ouais, ou en dégager. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci pour votre partage, merci pour votre temps. On invite évidemment tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent à lire vos livres. L'année la plus chaude, c'est aux éditions Lattès, et Sexy Summer aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci. Merci.